Bonjour à tous. Se former au numérique, c'est se donner l'opportunité d'un job, mais pas seulement, c'est se donner l'opportunité d'apprendre, à mieux le critiquer, à en faire partie, à devenir un membre actif de ce nouveau monde. Alors je vous propose en cette rentrée de découvrir une nouvelle académie. Elle forme au métier du métavers, autrement dit à ces métiers dont on a déjà besoin aujourd'hui, concepteurs, développeurs, par exemple, d'univers virtuels. Et puis j'ai convié aujourd'hui dans Smart Tech en plateau 2 débatteurs passionnés avec qui nous allons commenter l'actualité, en l'occurrence 4 actus qui font débat en ce moment dans le secteur de la tech. Deuxième partie de Smart Tech, on va retourner dans ces sujets de formation. Et oui, c'est vraiment la rentrée scolaire aujourd'hui aussi pour Smart Tech. On va parler de Wikidia. Wikidia, peut-être que vous connaissez cette encyclopédie. C'est un peu l'équivalent d'un Wikipédia, mais là pour les enfants. Et les contributeurs sont d'ailleurs aussi des enfants. On terminera cette édition par Où va le web ? Où va le web ? C'est notre chronique sur justement ces métavers. Alors sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on a 2 débatteurs passionnés de l'univers du numérique et des techs. Alain Staron, président, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Grande rentrée aussi pour vous. Et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté. Bonjour Bernard. Merci numérique. Beaucoup d'être numérique. La souveraineté maintenant pour moi c'est numérique, vous savez. Alors on va débattre ensemble de ces sujets qui agitent la tech en ce moment. Mais d'abord nous allons écouter Véronique Sobo. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous faites aussi l'actualité cette semaine, puisque pour cette rentrée, vous allez lancer l'Académie du métavers. Bon, pourtant, il y en aura sans doute plusieurs des métavers. Ah ben oui, absolument. Il y aura plusieurs formateurs, plusieurs apprenants. Donc, on est très, très heureux de ce partenariat avec un grand de la tech pour former des apprenants au métier du métaverse. Donc, alors, il faut que je précise que vous êtes la directrice générale de Simplon. Donc, Simplon, c'est un réseau d'écoles, de formation au métier du numérique. C'est un réseau d'écoles inclusives, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de remettre sur le chemin de l'emploi aussi les gens qui en sont éloignés, mais pas seulement, c'est aussi de faire découvrir ce monde du numérique pour leur redonner un peu de pouvoir finalement, pour pouvoir être actifs dans cet univers. Alors, je pensais aux plus jeunes, puisque c'est quand même la rentrée des classes scolaires aujourd'hui. Il paraîtrait que dans les écoles Simplon, on demande aux enfants en premier lieu qui est le plus intelligent, de l'ordinateur ou de l'humain. Bah oui, c'est une façon de les tester. C'est une façon. Et que la réponse est l'ordinateur. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais c'est une façon de les tester, de les écouter, de les accueillir. Bon. Et donc l'idée, c'est de leur apprendre que justement, non, c'est l'humain qui est bien le plus intelligent et qui est aux manettes et qu'ils peuvent devenir plus responsables et plus actifs dans ce monde numérique. Ça, c'est pour la partie Simplon Kids. Oui, mais c'est une petite partie de... Ce sont des ateliers éducatifs, voilà, pour... notre activité. On a 20 000 apprenants. Pour les enfants. Qui sont plutôt des bacheliers. On a des bac plus 2, bac plus 3. Et alors, si on va sur l'atelier... On appelle des infrabacs aussi, c'est-à-dire des gens qui sont déscolarisés, mais ce n'est pas le gros de la cavalerie de nos apprenants. Parce que si on va sur l'Académie du métavers, là, vous adressez qui comme population ? On adresse des bacheliers ou des infrabacs sur ce sujet-là, notamment l'Académie qui est toute récente lance des formations sur un rôle de technicien assistance virtuelle. Donc là, ce sont plutôt des profils qui sont décrocheurs et qui vont obtenir un niveau 4. Mais c'est vraiment donc un premier niveau. Et puis sinon, on a aussi des développeurs pour le métaverse. Et là, on prend à ce moment-là plutôt des bacheliers ou bac plus 2, bac plus 3, mais quelquefois bac plus 4. Et alors, quand on dit métaverse, c'est un peu un grand mot derrière lequel on ne sait pas trop ce qu'on trouve. Mais enfin, en fait, vous les formez aux technologies immersives. Oui, c'est ça. On les forme aux technologies immersives. On leur apprend, pour la partie technicien, on leur apprend à utiliser les casques de réalité virtuelle, les brancher, les utiliser, les réparer. Et puis, pour la partie développement, c'est effectivement du développement sur les outils techniques du métaverse. Alors moi, j'avais noté quelque chose qui a été dit par Frédéric Bardot, qui est le cofondateur et président du réseau Simplon. Il dit qu'en fait, quand il a découvert Internet, il a eu comme une vision à la Star Wars et que son idée finalement, c'est de créer des Jedi pour combattre à armes égales. Alors, pour autant, ça n'empêche pas cette Académie du métavers de travailler avec Meta, avec Facebook. Oui, absolument. On a pas mal de partenariats avec des géants de la tech. C'est pour nous
C'est pour nous une façon d'asseoir notre légitimité technique. Et d'ailleurs, ça marche bien. Ça attire aussi beaucoup les apprenants parce que ça leur vend du rêve. Ça les rend très, très fiers de travailler sur des écoles qui sont en partenariat avec eux. Ils nous font beaucoup progresser aussi, nous, parce qu'ils nous font monter en qualification technique. Donc ça, c'est important. Et puis après, dans Mais les ça veut dire qu'on les entreprises... forme aux technologies méta ? Alors, on les forme aux technologies du métaverse, pas forcément aux technologies méta. Si vous voulez, c'est l'activité on va dire plutôt de la fondation de Meta qui nous accompagne dans ce processus-là. Donc, parce que, comme vous l'avez dit en introduction, on s'adresse à des populations qui sont un peu en difficulté. Et ce sont des métiers qui recrutent déjà aujourd'hui, parce que je sais qu'on a besoin de développeurs maximum dans plein de domaines, mais est-ce que sur les technos immersives aussi, il y a une demande déjà ? Oui, mais on ne lance pas de formation si on n'a pas une assez bonne idée des besoins du marché. Donc, parce qu'après, il faut évidemment, on les accompagne tout au long de leur formation et on les aide à trouver un job. Donc oui, on vérifie qu'il y a des besoins et on ne lancera pas trop de formations si on pense qu'il n'y a pas trop de besoins. Mais pour et ce sont des formations totalement gratuites ? Alors, ce sont des formations totalement gratuites pour l'apprenant, effectivement, qui sont financées par des dispositifs de formation professionnelle, soit l'alternance, soit des partenariats avec la région, avec des municipalités. Et quand on dit que c'est une école inclusive, Saint-Plon, ça se concrétise comment, ça ? Inclusif par l'emploi, en fait. Si vous voulez, on travaille sur l'employabilité de ces jeunes qui sont par exemple, comment on fait pour avoir plus de femmes dans ces métiers ? Vous faites bien d'en parler parce que justement, on a 40% de femmes et on est très très fiers de ça. Comment faites-vous ? On passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à les trouver, à les chercher dans les associations. On demande vis-à-vis de Pôle emploi, on donne des briefs. Souvent sur la thématique des femmes. On a ce qu'on appelle des SAS aqueuses. On cherche que des femmes, donc ce sont des promotions de femmes. Donc on travaille spécifiquement sur ce sujet. Et vous avez présidé une association Force Femmes. Tout à fait. Pour les femmes de plus de 45 ans. C'est ça. Vous en recrutez également chez Saint-Plon ? Oui, il y a des partenariats régionaux et des liens qui se sont tissés entre Force Femmes et Saint-Plon. Et sur les profils plus de diversité, comment vous allez les chercher également ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même très présent dans les territoires. Et dans les territoires, chacun de nos, des membres de nos équipes tissent des liens avec les missions locales, avec Pôle emploi, avec des associations de quartier, avec la municipalité. Il y a du lien très territorial qui se crée. C'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, on fait aussi des partenariats plus nationaux et plus importants. Mais on n'est pas présent qu'en France, on est aussi présent à l'international. Alors oui, c'est aussi évidemment une présence internationale qui a été dès le départ du projet Saint-Plon importante. Et là, vous avez un développement en Afrique. Oui. C'est ça, avec peut-être des spécificités. Comment vous vous adaptez aux marchés locaux ? Ce n'est pas forcément les mêmes marchés du travail déjà. Non, vous avez raison, c'est pas toujours la même chose qu'en France. D'abord, à l'étranger, il y a quand même un peu moins de dispositifs de financement à la formation professionnelle. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et nous, comment est-ce qu'on fait ? Tout simplement, on prend des équipes locales qui connaissent bien, qui ont un tissu de relations locales avec des grands partenaires, mais aussi des grands partenaires français qui sont installés en Afrique. On est présent dans 15 pays en Afrique. Et vous parliez de la vision de Frédéric Bardot, le fondateur. Je pense qu'assez vite après sa vision des Jedi du numérique, il a très vite... Face à l'empire du mal quand même. il a très vite compris qu'il y avait beaucoup de besoins dans tous ces pays. Et comme on a, on a un référentiel de compétences qui est très très reconnu en France, c'est très très facile de l'utiliser dans des pays qui sont peut-être un peu moins dotés d'outils comme les nôtres. Pour tous ceux qui détestent la rentrée scolaire, qui disent « mais quoi, retourner à l'école, jamais », il faut quand même dire que la méthode Saint-Plon, c'est quand même à des années-lumière de l'école classique avec les bancs de l'école et de la question de savoir à quelle place on va se retrouver face au tableau. L'idée, c'est apprendre en faisant, c'est ça. En apprenant aussi à d'autres, finalement, en enseignant et puis en se débrouillant seul. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie active chez nous, c'est vraiment je fais pour apprendre. Et donc on les met en situation de faire comme ils devront faire en entreprise.
Et bon, ça, c'est une pédagogie qui est effectivement pas tout à fait similaire à ce qu'on trouve dans le monde académique. Donc, on leur présente pas des slides, on leur demande pas d'apprendre des choses par cœur ou de rédiger des rapports. Ils font comme ils devront faire en entreprise. C'est quand même une pédagogie qui se développe pas mal dans un certain nombre d'écoles. Mais alors, prêt à retourner à l'école? Prendre des apprenants, oui. À l'Académie du Métavers, pourquoi pas? Prendre des apprenants, en fait. Là, j'en suis plutôt là. On a besoin. Dans une start-up, oui. on invente des trucs qu'on n'a jamais fait. Donc, je suis un simple guy par construction. Et je me dis, effectivement, dans un marché ultra tendu, c'est très, très bien. Je disais récemment qu'en fait, probablement, la structure officielle de l'enseignement français peine à rattraper les tendances de l'emploi. Il faut recruter plus d'ingénieurs et en IA, il faut 2 à 3 ans. Donc forcément, ça prend du retard. Et donc, heureusement, il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Très agile. Merci beaucoup, Véronique Sobo, directrice générale de Simplon. Vous restez avec nous. C'est parti pour le débrief dans Smart Tech. Allez, top chrono dans Smart Tech. On va débattre de 4 actus. On n'aura que 5 minutes pour en parler à chaque fois, pour chaque news. Mes débatteurs aujourd'hui, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, expert en politique numérique, du côté de la France comme des États-Unis d'ailleurs, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, disrupteur opérationnel, on peut le dire. Et restez avec nous, Véronique Sobo, directrice générale de Simplon. Vous pouvez évidemment participer à nos débats. Alors, premier sujet à la une du débrief actu, c'est Horizon Worlds qui arrive en France, qui est arrivé, ça y est. Alors, j'ai envie de vous poser la question, so what, quoi? Et alors, est-ce qu'on passe son chemin, on s'en fiche ou pas? On prend le temps de découvrir un truc qui sera probablement opérationnel dans une petite dizaine d'années. Si on veut dire même de Zuckerberg qui dit dans 2030, ça marchera bien. Et c'est plutôt très positif. On co-construit avec les utilisateurs, les gens qui vont développer. Donc c'est très bien de voir que la France fait partie du labo mondial des métavers. Ok, ça reste une boîte américaine et donc faut pas n'importe laquelle. Parce qu'effectivement, les inquiétudes que l'on a sur le métaverse pour l'avenir, c'est effectivement, y aura-t-il une structure leader qui va fédérer effectivement l'ensemble, ce que souhaite évidemment chacun des grands acteurs, pas que Meta, mais aussi Apple, mais aussi effectivement Amazon et d'autres. Tous sont en train, et Google bien sûr, tous sont en train effectivement de participer. La question c'est, est-ce que cette gouvernance unique ne risque pas de reproduire ce qu'on a connu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire effectivement les dérives, des problèmes effectivement de contenu. Maintenant on parle de problèmes de manipulation et de désinformation dans le métaverse. Il y a eu un article magnifique dans le Washington Post là-dessus il y a quelques jours. Par définition, je veux dire, vous rappeliez à l'instant qu'il faut que ce soit ouvert, et c'était le vœu qu'évoquait Zuckerberg dans sa très très longue présentation, 90 minutes, ce qu'on ne voit quasiment jamais dans ces métiers. Mais on peut avoir de légitimes doutes sur le caractère d'ouverture, d'interopérabilité, de portabilité, effectivement, des solutions qui seront développées. Et peut-être qu'il y aura quand même cette ouverture, parce que l'ambition, finalement, c'est de devenir une plateforme dans laquelle Meta va pouvoir absorber de nombreuses technologies, de nombreux services. Donc, les signes d'ouverture ne veulent pas forcément dire non plus que ce sera ouvert au sens business du terme. La question, c'est que ce soit ouvert au sens technologique. On veut créer un écosystème, voilà. Oui. Au sens technologique, mais ça ne veut pas dire que le business ne sera pas refermé, en revanche, autour de la grande maison Meta. Ce qui est le vrai problème. J'aimerais bien que les régulateurs s'en emparent maintenant. Au moment où c'est encore un bac à sable, plutôt que le régulateur arrive un peu tard, si pendant le bac à sable, on regarde bien ce qui se passe, effectivement, on ouvre le côté business. Le terme bac à sable est bien choisi, puisque un des univers en question, c'est justement Sandbox, pour justement... Oui. Le français de Sandbox. Exactement, pour justement préparer les esprits. Mais je rejoins effectivement l'idée qu'il faut, à défaut de réguler de façon forte ce que les Américains craignent par-dessus tout, ils ne cessent effectivement d'être inquiets. Pour ça d'ailleurs que ces sociétés essayent de faire bonne figure justement en ce moment en termes de régulation, de contenu, etc. Mais effectivement, on l'a vu trop souvent, très souvent, ces technologies sont régulées beaucoup trop tard. Et on l'a vu pour les réseaux sociaux, on l'a vu effectivement pour les moteurs de recherche, ce qui pose des problèmes infinis. Et pour l'instant, alors, je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment rêver les internautes aujourd'hui, le métavers, parce que déjà, les premières images d'Horizon Worlds en France, ça a été un flop, on peut le dire. Ils ont dû revoir un peu leur graphisme. C'est un lot de déception permanente. N'oublions pas qu'Oculus a été racheté par Facebook il y a 8 ans.
Et je rappellerai, pour ceux qui ne savent pas, que le dévissage boursier de Meta, à l'époque ça s'appelait encore Facebook, en février dernier, était justement aussi lié à cette réorientation autour du métaverse, parce que c'est trop tôt. Monsieur disait à l'instant, ça sera bien dans 10 ans. 10 ans à l'échelle de nos technologies, c'est immense. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Immense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut continuer. Enfin, C'est l'évolution Et pourtant, évidente. voilà. La question, c'est y aura-t-il un ou plusieurs acteurs? Est-ce que ce sera une strate un peu comme le web, ouverte, interopérable, gratuite? N'oublions pas, les technologies fondamentales de l'Internet, TCP/IP, le web, ne sont pas brevetées Ouais. pour que tout le monde les utilise. Tandis que là, on voit bien que ce n'est pas du tout le chemin que ça prend. En même temps, un web très ouvert fait que vous avez un moteur de recherche qui fait 80% des Absolument. On a eu des audiences, plateformes voire qui plus sont devenus de nouveau des systèmes de centralisation. Mais la technologie fondamentale, Ouais. elle, reste ouverte. Et c'est vrai, effectivement, que si les prochaines évolutions de l'Internet devaient se refermer, se propriétariser, comme on dit dans nos métiers, là, effectivement, on change de perspective avec 2, 3, ce qu'on disait tout à l'heure, 2, 3, 4 métavers, comme il y aurait pu y avoir 2, 3, 4 web si Sir Tim Berners-Lee n'avait pas offert au monde sa technologie. D'où l'importance quand même de s'emparer de ces technos et notamment à travers des formations. On enchaîne avec notre deuxième actualité. C'est cet accord trouvé justement entre Facebook, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, et Cambridge Analytica. Alors est-ce que vous dites là, attendez, on est carrément dans un scandale dans l'affaire, quoi, cet accord? La vraie question, c'est qu'on ne connaît pas les chiffres encore. On sait qu'il y a eu Le montant du chèque, d'accord. Voilà, on sait que ce sera de toute manière dérisoire par rapport à l'ampleur qu'a eu cette affaire, ampleur géopolitique de niveau mondial, puisqu'on a vu effectivement l'intrusion dans une campagne d'une puissance, l'ingérence, pas l'intrusion, l'ingérence dans une campagne d'une puissance étrangère, aidée en cela par, dans le meilleur des cas, les trous dans la raquette, dans le pire des cas, la complaisance des acteurs effectivement comme Facebook, qui ont laissé effectivement des dizaines de millions de profils être aspirés de manière à créer des pubs politiques ciblées. Et c'est effectivement ce qui a fait basculer, je dirais, on parlait tout à l'heure de la régulation des plateformes et de la nécessité de régulation, c'est ce qui a fait basculer et l'Europe et le monde dans l'idée effectivement que le statu quo n'était plus tenable. Il fallait qu'à nouveau le politique se réempare et se saisisse la démocratie, de plus ces encore que le politique. questions. Il y a un très beau discours de Barack Obama là-dessus. C'est la démocratie qui est en jeu face à ces pouvoirs-là. Il faut que le contrôle des technologies qui déterminent notre futur soit entre les mains des citoyens, ce qui n'était pas le cas. Ce qu'a dit très bien la présidente de la Commission européenne, elle a dit les décisions qui orientent l'avenir de nos démocraties ne peuvent pas être prises dans de lointains conseils d'administration sur la côte ouest californienne. Par définition, il faut que les citoyens participent. Après, Bernard, vous parliez du montant du chèque signé par Mark Zuckerberg pour éviter ce procès dont on ne connaît pas donc ce montant. Est-ce que c'est le plus important? Parce que finalement, ce procès, il nous aurait peut-être permis aussi de comprendre, d'y voir un petit peu plus clair sur les responsabilités de chacun. Alors, moi, à moins qu'on ait déjà tout dit, parce que c'est vrai que ça date de 2018 et qu'on a déjà pas mal enquêté. Il y a eu Frances Haugen depuis. Il y a eu la whistleblower, la lanceuse d'alerte, Frances Haugen, qui a participé aux travaux du... Ils ont mis en place pas mal de règles, justement. Ils ont imposé des règles à Facebook pour essayer de rendre les choses un peu plus visibles, un peu plus transparentes et éviter que tout le pouvoir se détune dans les mains d'un seul homme qui fait ce qu'il veut sans rendre compte à personne. Parce que c'est quand même ça, Facebook. C'est une société on assez l'a vu avec Trump. Trump a été déplatformisé sur la volonté expresse du président. Là où il y avait un conseil, une sorte de cour suprême de Facebook qui avait été mise en place, qui a été absolument hors du jeu. Les décisions critiques, et ô combien critiques, déplatformiser un président en exercice, c'était vraiment un exercice particulier, ont été prises par le fondateur et actionnaire majoritaire toujours de Facebook. Donc par définition, il y a un moment où on doit se rendre compte effectivement que ce pouvoir-là, et lui-même en a parlé récemment dans un podcast qui était très intéressant, il dit « Moi j'ai fait cette plateforme pour faire une grande plateforme technique, pas pour gérer les contenus de milliards de personnes. » Et il disait « Moi quelque part, en gros ça m'embête. » Oui, mais bon, là, on peut aussi accepter qu'ils se sentent dépassés. Exactement. C'est qu'à un moment donné, ça fait partie de l'exercice. Oui. Ce qui est quand même dommage, c'est que ça aurait été l'occasion, parce que c'est un recours collectif pour mauvaise gestion des données personnelles, ça aurait quand même été l'occasion de remettre encore ce sujet sur la place publique, que les citoyens se réemparent de ce sujet. C'est vrai, parce qu'effectivement, l'argent ne peut pas être la bonne réponse. Absolument. Jamais. Ils gagnent trop d'argent, c'est pas à l'échelle. Enfin, si on dit que ça a changé l'élection américaine, ça n'a pas de valeur.
À la marge, oui. À la À la marge, marge. oui. 90 000 voix qui ont été déterminantes dans le scrutin. 0,003% Voilà. Donc, des voix exprimées. on peut très bien imaginer que Cambridge Analytica, ça a contribué à ça. Ah oui, clairement. Clairement. Ça n'a pas changé le cours de l'histoire politique aux États-Unis, pour autant, hein, de savoir que l'équipe de Trump s'était emparée de ces données pour essayer d'influencer les électeurs. Ça a changé dans la mesure où on a eu un Trump président. Voilà. Oui, non, mais je veux dire, C'est qu'on après... peut se poser. Ça a changé. Ça a changé. Ah, mais là, Posé. à l'époque, on ne le savait pas, mais une fois qu'on l'a su, ça n'a Oui. pas changé la situation et les soutiens Ça a changé, derrière ça a changé la l'équipe de Donald perception des Trump. démocrates Ah, avec lesquels oui, nous des discutons démocrates, souvent, oui. qui ont compris que le statu quo, et ils ont nommé d'ailleurs 2 personnes remarquables, ils ont nommé Lina Khan à la très puissante Federal Trade Commission, donc l'organisme de régulation de la concurrence, et ils ont nommé le non moins remarquable Tim Wu, conseiller auprès de Biden, qui était l'ancien adjoint du procureur de New York sur les big tech. Donc par définition, on sent bien que le mouvement existe, et maintenant, une chose qui n'existait pas, ce que disaient les sénateurs, une régulation sur les données personnelles, maintenant c'est clairement sur la table. Là où auparavant, on disait, les Américains disaient, nous n'allons pas devenir des Européens, nous n'allons pas créer un texte énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait pu être aussi une arme politique en ce moment, pour la politique intérieure aux États-Unis Maintenant, aussi, ce procès. Tout le monde est armé par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde réagit et prévoit en anticipation par rapport à ça. Bon, Il a fallu une élection américaine et un président élu, on ne sait pas si c'est manipulé ou pas. on enchaîne. Ah oui, alors un mot, Véronique Saubot. Moi, je suis assez confiante sur la capacité des citoyens, justement, et des démocraties à reprendre le contrôle sur des grands acteurs comme ça. Il y a un moment, quand même, la démocratie est souveraine. D'ailleurs, on l'a vu, Zuckerberg a quand même rendu des comptes auprès du Congrès. Et de toute façon, toute cette manne, on va dire, strictement américaine, dans un rapport géostratégique avec d'autres acteurs du monde, c'est un élément clé de la démocratie américaine. Donc... Je pense qu'au bout du compte, alors l'Europe doit effectivement faire très attention, essayer de défendre quand même un peu ses droits, mais je suis personnellement pas très inquiète sur le fait qu'on perde. Bon, on enchaîne avec la troisième actu, c'est Doctolib, plateforme française, qui peut-être se retrouve sous pression. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Il y a eu l'affaire des faux médecins. Est-ce que c'est la confiance qui commence à s'effriter, ou alors finalement c'est une crise de croissance normale? C'est le même problème. C'est le même problème. On donne à des acteurs privés, les acteurs privés s'en emparent eux-mêmes d'ailleurs, de la possibilité d'intermédier des gens qui ne dépendent pas d'eux, des indépendants. Voilà. Donc vous avez d'ailleurs chez Facebook Cambridge Analytica, vous avez un tiers qui vient manipuler des électeurs. Et là, chez Doctolib, vous avez le scandale des naturopathes avant de parler des 2 faux médecins. Les faux médecins, ça se règle assez facilement. Ils suppriment le délai de 15 jours. Il y a des chasseurs de ces naturopathes qui ont des dérives sectaires. Exactement. Non, donc il y a 2 problèmes différents. Les faux médecins, c'est de l'escroquerie, je dirais, à petite semaine, parce qu'ils profitent d'un trou dans la raquette qui est que Doctolib a dit sous pression des médecins, vous exercez tout de suite et on contrôle dans 15 jours. Ce qui était quand même gênant, de ne pas prendre le temps de vérifier la qualité du médecin avant d'autoriser les rendez-vous. Mais c'est la règle dans la plupart de ces plateformes. C'est-à-dire que par définition, elles choisissent le chemin de moindre résistance, et dès qu'elles voient effectivement une brèche, elles s'y enfoncent. Donc ça, je dirais, le problème est cerné, tout va bien. En revanche, le problème des naturopathes et des dérives très compliqué. Est beaucoup plus compliqué, parce que, comme toujours, c'est légal, c'est pas interdit par la loi, pourquoi je serais plus censeur que le politique? C'est-à-dire qu'on passe d'une plateforme de prise de rendez-vous, un truc assez technique finalement, pratique, à des mêmes problématiques de gestion de contenu, de modération pratiquement. Oui. Doctolib se retrouve dans cette même situation que les grandes plateformes américaines. Absolument, et les mêmes problèmes causent les mêmes dérives. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'effectivement, il a été jugé que les données de rendez-vous n'étaient pas des données médicales. Or, quand on prend rendez-vous avec, au hasard, un cancérologue, c'est en général pas parce qu'on a une grippe. Donc, vous voyez, par définition, je crois qu'il faudra, dans les temps à venir, et je pense que c'est vraiment important pour les temps qui viennent, requalifier ce qu'on appelle les données sensibles, parce qu'au-delà des catégories classiques de la CNIL, médicale, sexuelle, politique, religieux, ethnique, je crois qu'il nous faudra effectivement comprendre que des données extraites de ces plateformes sont extraordinairement sensibles, extrêmement révélatrices sur les personnes, et qu'elles peuvent effectivement se retourner contre elles, comme on l'a vu. Le vol des données issues des données médicales, par exemple, de certains labos, de certains hôpitaux, etc., sont des choses qui se revendent extraordinairement cher, et parfois même pour du chantage. Alors là, Bernard, vous anticipez sur le scandale suivant. Oui. Parce que de mémoire, on n'a pas encore accusé Doctolib d'aller exploiter des données de peu rendez-vous. Non, bien sûr. Là, mais sur le sujet du contenu,
enfin de l'intermédiation entre des indépendants, des gens sur qui, des indépendants avec le public. On est exactement sur le même sujet, mais même si je vais à peine plus loin, c'est le même problème qu'avait Uber. Oui. 3000 agressions sexuelles en 2 ans aux États-Unis. Absolument. Bien sûr. Ou Didi En Chine, pareil. Didi Xunxing, ouais. Donc en fait, c'est tout le problème de l'ubérisation. L'ubérisation, c'est dire je fais travailler des actifs indépendants et je fais de la valeur dessus. Doctolib, il fait travailler des actifs indépendants, tous les professionnels sans de statut, santé. sans contrat de travail, etc. Et on sait que même la Californie, la très libérale Californie, a quand même requalifié alors là, c'est tout ça. pas exactement Mais la même ce que je veux dire, situation. c'est que ce sont des gens indépendants, des actifs externes indépendants, et je les fédère d'une manière ou d'une autre et j'en fais un business. Le problème, c'est comme ils sont indépendants, tant qu'ils sont dans la légalité, on peut se dire, bah oui, on peut y aller. Et en fait, Doctolib n'est qu'un révélateur de ces naturopathes qui existaient auparavant. Ouais. Mais Sauf que ça leur donne un crédit, le fait d'être sur cette plateforme. C'est ça le sujet. Et donc, c'est vraiment la mission de confiance qui est très importante. On enchaîne sur notre dernière actualité. Google et la qualité des contenus, puisqu'il y a eu une mise à jour de Google Search. Moi, je m'interroge, est-ce que Google a besoin de regagner la confiance de ses utilisateurs? Parce que quand même, le moteur de recherche, ça va, c'est le plus utilisé au monde, je crois. Dans nos régions, il y a des régions où c'est évidemment pas le cas. Aux États-Unis d'ailleurs. Oui, ce sont des exceptions. Mais enfin bon. Aux États-Unis, Quand on voit des publicités à la télé pour Google Search, on se dit ah bon, ils ont encore besoin de recruter des internautes. Enfin aujourd'hui, quand on va chercher sur Internet, on dit on va chercher sur Google. Ils se refont une légitimité, ils se refont une image avec cette pub. Ils disent on a toutes les réponses, c'est à vous de la choisir la bonne. C'est quand même un aveu d'échec. Oui. Je suis un moteur de recherche, je donne des réponses, mais enfin c'est vous qui choisissez la réponse, j'en ai des milliers pour vous. À quoi je sers? Il y a elle est ambiguë cette pub. Elle est très bizarre. Elle est ambiguë. Je suis d'accord. Et le communiqué de presse qu'ils ont établi justement en rappelant qu'ils font en permanence des modifications de leurs algorithmes dans ces domaines, mais c'est aussi pour dire effectivement nous allons vous envoyer plus de réponses pertinentes, plus de réponses certifiées sur par exemple les product reviews, donc les appréciations sur les avis de consommateurs, parce qu'on sait que c'est tellement entièrement trusté par des faux sites, entièrement bidonné par des agences de communication pour orienter le consommateur sans même qu'il en ait l'impression, puisqu'ils ont l'impression de voir de vrais sites d'avis de consommateurs. Et c'est aussi le problème d'ailleurs pour les grandes plateformes comme Amazon qui sont entièrement, je dirais, envahis par des avis qui sont des avis des producteurs eux-mêmes et non pas des avis des utilisateurs. Et puis il y a la question de la bulle dans laquelle on s'enferme sur ces plateformes. Alors Google avait déjà dit qu'il travaillait dessus. Là, justement, cette mise à jour, ça va lui permettre de mettre en avant des contenus différents sur un même thème, pour montrer les différentes voies, pour avoir des regards avec des angles variés sur un sujet. C'est marrant. Éviter les doublons. J'ai pas compris la même chose. La même, c'est la base est la même. On a la même source d'information parce qu'on l'a partagée. J'ai pas compris la même chose. Ok, ils améliorent leur algorithme pour éviter les doublons, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant les informations qui sont corroborées par plusieurs sites différents. Ça veut dire qu'on va vers une pensée unique quelque part. Alors moi j'ai compris qu'il allait évidemment... Aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est certifier les résultats parce qu'il s'assure que c'est une source fiable, en fait. Mais en revanche, il va essayer de présenter davantage d'informations différentes sur ce sujet. En fait, il a, sur les 10 ou 20 lignes de la première page... Tranché. Non, je rappellerai quand même qu'à la toute origine, la particularité qui a fait d'ailleurs le succès de Google, c'était que l'algorithme de ranking, comme on dit, donc classement, avait comme particularité de prendre en compte la notoriété spontanée d'une source, c'est-à-dire en clair le nombre de liens qui renvoyaient vers elle. Ce qui était très différent de ce que faisaient les autres, qui analysaient simplement le contenu des pages, qui faisaient simplement de l'analyse sémantique. Et donc effectivement, ils ont toujours été, entre guillemets, liés à l'effet de masse par rapport à un contenu. Donc que là, ils se soient rendus compte, au travers des crises récentes dont on parlait, que ça peut générer des bulles informationnelles, des replis effectivement sur des groupes qui ne pensent que de la même manière et qui n'échangent que de la même manière, par définition, ils en sont aussi conscients que ne l'est Facebook, même si Facebook a tenté de mettre la poussière sous le tapis, comme justement Frances Haugen le rappelait, mais ils sont tout aussi effectivement conscients que ce qui est en train de se profiler en termes de régulation les touchera eux en particulier, même s'ils ont magnifiquement orchestré leur communication, pour qu'ils n'apparaissent pas comme, entre guillemets, les plus toxiques. Mais par définition, ce que fait YouTube
sur le classement, la promotion des vidéos les plus, entre guillemets, radicales, les plus clivantes, comme on dit maintenant, c'est quelque chose, effectivement, d'extrêmement sensible Et politiquement. ça, ils n'y touchent pas. Hein, Juste- dans ce qu'ils ont dit, justement. on fait le moteur de recherche de Justement. Google, mais on ne touche pas à YouTube. Exactement. Et effectivement, YouTube est plus toxique que Google, parce que la Évidemment. vidéo, c'est tellement plus... Ouais. Alors, Putain. on a fait le tour des grandes actus qu'on débat ensemble. Maintenant, on va aller très vite. Chacun une petite news qu'il a repérée. Moi, je commence avec la voiture autonome. Ça y est, en France, hein, on va avoir le droit de conduire sans les mains. C'est autorisé à partir d'aujourd'hui même, hein, le 1er septembre. Alors, il faut quand même que le conducteur soit capable de reprendre les manettes de sa voiture à tout moment. Ce n'est valable aussi que sur des voies rapides, c'est-à-dire où il n'y a pas de cyclistes ou de piétons. Et la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h. Mais enfin, c'est quand même un début. La news de Bernard. Oh, je veux dire, il y en a plusieurs dans la période. Je parlais tout à l'heure de cette news sur les manipulations possibles justement dans le métavers. On se rend compte aujourd'hui effectivement que, on parlait de bulles d'information, l'information qui sera dans le métavers sera tellement personnalisée, y compris d'un point de vue politique. On pourra effectivement voir même des responsables politiques qui auront un visage plus proche de ce que vous êtes pour qu'ils vous parlent, entre guillemets, plus à vous qu'à d'autres. C'est cette perspective-là aussi qu'il nous faut essayer de maîtriser pour que l'hyper-individualisation des contenus, ce qui est déjà une tendance depuis longtemps, ne devienne pas la fermeture de l'individu sur lui-même. Alain, Oui, bah, je voulais juste revenir 2 minutes sur la REF. pas 2 minutes, hein, non. 15 secondes. Oui. sur la REF qui a lieu lundi et mardi. C'est très intéressant, c'est que... moi, je suis très sensible à ça. Vous avez aussi bien Elisabeth Borne que Geoffroy Roux de Bézieux, qui tous les deux ont parlé de crise, évidemment. Ça, on ne peut pas aller contre. Mais en disant, c'est une opportunité, et c'est une opportunité pour l'innovation. Donc enfin, moi je rêve de ça depuis toujours, hein, enfin on propose de répondre aux grands enjeux du siècle par l'innovation. Et donc, une start-up, c'est là pour changer le monde. Donc, c'est une grande porte ouverte pour la vie. Bon, bah alors, donc, vous étiez heureux là-bas. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Véronique Saubou, j'ai pas eu le temps beaucoup de vous donner la parole parce qu'ils sont très bavards aussi. Très Hein. bavard, ces messieurs. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Simplon, mais c'est pour Mais ça que je les adore. Ils disent des choses intéressantes. donc. Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Vous restez tous avec moi. On passe une petite pause et juste après, on se retrouve pour parler de Wikidia. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission quotidienne sur l'innovation, le monde du numérique que vous regardez sur Bismart ou en replay ou en podcast, comme vous voulez. Sont restés avec moi aujourd'hui pour cette deuxième partie de l'émission Véronique Saubot, directrice générale de Simplon, Bernard Benamou, secrétaire général de la souveraineté numérique, de l'Institut de la souveraineté numérique, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Pour notre interview, je l'appelle l'interview week-end parce que finalement, il faut prendre un peu le temps de la découverte et parfois c'est surtout le week-end qu'on a le temps de découvrir les choses. Eh bien, j'ai convié Mathilde Louis. Bonjour Mathilde. Vous êtes chargée de projet chez Wikimedia France et donc chargée du partenariat avec Wikidia. Wikidia, c'est une encyclopédie pour les 8-13 ans à laquelle chacun peut contribuer, mais en fait, les contributeurs, ce sont les 8-13 ans. Aussi, oui. C'est ce qu'a révélé un rapport qui a été réalisé aux côtés d'activistes. Parce qu'en fait, vous avez mené une enquête pour connaître un peu les utilisateurs, les contributeurs de Wikidia cet été. Vous avez obtenu les résultats et ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur qui passe son temps à produire du contenu sur Wikidia. Et donc, ce sont beaucoup de 8-13 ans. C'était l'été 2021. On a récolté 799 réponses auprès de la communauté wikidienne. Et ce qui a été révélé, c'est que le contributeur moyen sur Wikidia, c'est un garçon âgé de 8 à 13 ans qui est au collège et qui contribue sur son temps libre, qui a contribué 1 à 2 fois ou qui contribue un petit peu plus régulièrement, selon la responsabilité qu'il va endosser sur l'encyclopédie. Et quand on dit qu'il contribue, c'est comme Wikipédia classique, c'est-à-dire qu'il poste des contenus, mais il peut être aussi modérateur ? C'est ça. Donc on peut avoir différentes sortes de responsabilités, de l'administrateur, du patrouilleur, comme sur Wikipédia. Donc une personne qui va être responsable du contenu de différents articles, qui va veiller à s'assurer du critère d'admissibilité d'un article. Donc si un sujet a sa place ou pas sur l'encyclopédie. Alors,
comment est-ce qu'ils peuvent, tout seuls, j'allais dire, participer à l'élaboration de cette encyclopédie qui est, donc vous nous dites, produite finalement par les enfants, mais qui est aussi destinée aux enfants. Donc comment s'assurer que les informations soient fiables, correctes En fait, de la même façon que Wikipédia, Wikidia est régie sur des principes fondateurs qui sont notamment l'encyclopédisme et la neutralité. Donc encyclopédisme, ça veut dire que c'est une agrégation d'informations qui sont sourcées, qui respectent des critères de fiabilité, donc des sources voilà, qu'on peut trouver sur Internet ou sur des ressources matérielles. Et à la différence de Wikipédia, ce sera un petit peu plus souple, puisque on va demander à des enfants, enfin en tout cas les enfants prennent la responsabilité d'aller contribuer, on va leur demander un petit peu moins de rigueur, de la rigueur quand même, le but aussi, surtout pour un intérêt pédagogique, ça va être de comprendre ce qu'est une source fiable. Et de l'autre côté, la neutralité des points de vue, comme sur Wikipédia, ça va être de montrer une diversité de points de vue pour pas qu'il n'y ait de parti pris sur les articles. Et quel est le lien, parce que j'ai parlé d'un partenariat entre Wikidia et Wikipédia, quel est le lien? Comment ces deux communautés travaillent ensemble? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour Wikimedia France, à la base, on s'était dit que les Wikidiens seraient potentiellement de futurs Wikipédiens. Ouais. Puisque... Ah, donc vous recrutez, en fait. C'est ça, c'est la mission cachée. Finalement, on a aussi des Wikipédiens qui sont sur Wikipédia depuis des années, et en fait, qui se rendent compte aussi que sur Wikidia, il y a seulement, sur la version française, 36 000 articles. Donc, par rapport à la version française sur Wikipédia, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on compte plutôt des millions d'articles. Oui. Donc, ça donne vraiment un champ libre en termes de sujets à traiter. Sachant aussi que sur Wikidia, l'intérêt, ça va être aussi de vulgariser et de synthétiser le contenu. Donc, ça va être de s'adresser à un public plus jeune. Donc, c'est aussi un rapport différent à l'information. Et les enseignants, ils s'en emparent également. Exactement. De l'outil. Et c'est aussi une des missions que je porte au sein de Wikimedia France. Ça va être de promouvoir l'utilisation de Wikidia comme un outil pédagogique. Alors, de quelle manière? Comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Alors, du coup, la façon la plus simple, c'est de proposer à leurs élèves de contribuer sur Wikidia. Donc, soit en créant, soit en modifiant des articles, donc en les améliorant. Et ça peut être un atelier, un exercice en classe, en fait. C'est ça. Ouais. Donc, dans le cadre de mon mémoire, du coup, j'avais commencé en alternance chez Wikimedia France. J'ai suivi une classe dans un petit collège des Ardennes. Et donc, en fait, là, notamment, c'était un professeur documentaliste. Donc, c'est la personne qui est responsable de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, l'enseignant propose aux élèves de choisir un sujet et d'aller contribuer sur ce sujet. Donc, tout simplement, en se posant soit avec les ressources documentaires du CDI, soit avec les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Et en fait, à la base, c'est prendre un brouillon, écrire à la main, pour ensuite venir taper donc, sur le wiki, donc, qui fonctionne comme un média wiki, comme Wikipédia et tous les autres projets, avec un wikicode, ce qui leur donne en plus des compétences numériques. Donc apprendre à coder petit à petit. Et donc surtout, toujours revenir sur... C'est super qu'on ait Véronique Sobo avec nous en plateau, parce que je pense au Simplon Kids, justement, pour les ateliers pour les plus jeunes. Ça pourrait être un outil extraordinaire. Oui, peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à un partenariat, tout à fait. Pourquoi pas parce que c'est vraiment, justement, c'est une façon de participer déjà au savoir collectif, au commun numérique, Bernard, auquel vous êtes sensible également, et en même temps d'apprendre à en faire un usage assez critique et responsable de ce numérique. C'est ça. Le but, derrière, c'est l'esprit critique. Ouais. C'est vraiment de se poser la question de la fiabilité des sources, avant tout. Pour pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on trouve sur Internet. Ou pour reprendre l'expression du professeur documentaliste que j'ai suivi, c'est leur apprendre à pêcher dans un océan d'informations. Où sur Internet, c'est beaucoup de désinformation, finalement les adolescents et aussi les adultes.
s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, sans vraiment... Et ça se dispute pas trop entre 8-13 ans là, sur les contenus de certaines pages? Alors, a priori, moins que chez les adultes. Bon. Eh ben, merci beaucoup Mathilde Louis pour cette découverte à découvrir ce week-end et puis plus largement peut-être dans les écoles. Mathilde Louis, donc chargée de projet chez Wikimedia France et chargée du partenariat avec Wikidia. À suivre dans Smart Tech, où va le web? Où va le web? C'est notre clin d'œil quotidien au futur possible et c'est chaque jour Eva Bensadi qui nous raconte une de ces histoires qui se passe dans le Web 3. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est la rentrée scolaire. On va s'intéresser à un projet de métavers qui entend renverser à son tour les méthodes de formation. Salut à tous, Zoom aujourd'hui sur un métaverse dédié aux ressources humaines, plus précisément à la formation. Un outil made in France nommé Wixar. Fini la salle de formation avec le formateur et son vidéoprojecteur. La technologie du métaverse entend révolutionner la manière dont on se forme. Le constat de départ, un apprenant ne retient en moyenne que 10% de la formation qu'il a suivie. 90% se retrouvent donc à la poubelle. Selon les spécialistes du secteur, l'immersion, elle, va au contraire favoriser l'apprentissage. Le principe est simple, on enfile son casque de réalité virtuelle et on voyage dans l'univers et le scénario créé par l'entreprise. Elle définit également elle-même les messages à faire passer et les questions à poser pour évaluer le niveau. Images 3D et son donnent le sentiment d'une plongée à 360 degrés. Le monde réel autour de vous s'efface totalement. Vous êtes dans la formation, vous n'y êtes plus seulement spectateur. C'est là que les émotions ressenties permettent de se souvenir plus facilement du contenu de la formation. On parle là d'ancrage mémoriel. Ce concept séduit de plus en plus d'entreprises. Le secteur hospitalier a déjà fait appel à cette technologie. L'objectif, former ses agents de service hospitaliers. Le scénario place les candidats dans leur propre rôle, sur leur vrai lieu de travail. Grâce au casque de réalité virtuelle, ils doivent identifier par eux-mêmes les zones à risque, choisir le bon outil pour les désinfecter et effectuer, entre autres, un bio-nettoyage. L'enjeu est de les mettre face à des cas sur lesquels ils apprendront, d'autant plus qu'ils pourront faire des tests et des erreurs sans conséquence. Autre cas d'usage, les personnes en recherche d'emploi. Là encore, l'immersion 360 degrés permet de vivre la journée type d'un professionnel d'un métier en tension. On expérimente l'environnement, les interactions sociales, les envies, les doutes et les missions du métier comme un vrai professionnel du secteur. Autre avantage, la technologie se veut accessible à tous les publics, notamment aux populations à faible niveau d'instruction ou peu à l'aise avec le français, car sont privilégiés ici l'image, les schémas ainsi que le langage oral. Alors, le métaverse, nouvelle boîte à outils RH ? C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre tous les jours. Merci à mes invités Véronique Sobo de Simplon, Bernard Benamou de l'Institut de la souveraineté numérique, Alain Staron d'Artifil et Mathilde Louis de Wikidia. C'était Smart Tech, mais on se retrouve évidemment dès lundi pour la suite.